premier grand courant de recherche le plus connu, le plus présent à CGE, et simplement rappeler que ça date quand même de pas mal de temps, puisque le bouquin qui fait bouquin fondateur, c'est École et savoir dans les banlieues et ailleurs, c'est 1992, c'est pas hier. Un autre courant qui est moins connu, en tout cas à CG, et qui était moins connu de moi aussi avant que je ne reprépare cette présentation, c'est tout un courant d'une autre université française autour de Jackie Bayrou, qui a une autre approche, et là, par exemple, Formation du rapport au savoir, c'est une publication de 1989, c'est encore plus ancien. Je vais essayer de tenir compte de ces deux courants pour présenter une reconstruction qui est personnelle, sans aucune légitimité autre qu'intellectuelle. Je ne suis pas chercheur dans le domaine, et donc vous prenez ce que je vais vous présenter comme des paroles dont parle Dalila. Parole, hein, Dalida, pardon. Voilà. Alors, d'abord, ce que ce n'est pas, et ça c'est pour moi peut-être essentiel, ce que ce n'est pas, le rapport au savoir n'est pas une caractéristique intrinsèque de tel élève ou de tel autre élève, ce n'est pas une caractéristique d'une personne, ce n'est pas un atout, ce n'est pas une carence, ce n'est pas un nouveau handicap. Ça n'a jamais été un handicap, mais les théories de Bourdieu ont été réinterprétées par la suite comme étant des handicaps culturels. Donc ce n'est pas un nouveau handicap culturel. Au contraire, le rapport au savoir, c'est toujours une stratégie intelligente. De la même façon que le malentendu scolaire n'est pas une mauvaise compréhension, c'est toujours une bonne compréhension en fonction des éléments dont il dispose. Et donc, d'envisager le rapport au savoir et le malentendu scolaire de cette manière-là est essentiel pour pouvoir utiliser les concepts en formation. Sinon, on va dévoyer complètement les recherches qui sont autour de ces deux concepts. Alors, pour rapidement vous faire participer à une introduction au concept, que vous disaient vos parents? Je vais vous laisser 30 secondes, je ne donnerai pas la parole, on n'a pas le temps, mais pensez un peu, quand vous étiez en 4e ou 5e primaire, pensez un peu à vos parents. Que vous disaient-ils quand vous partiez? Et que vous disaient-ils quand vous reveniez? Alors, proposition heuristique, ces demandes, ces paroles au départ et au retour, on peut considérer qu'elles sont significatives du rapport familial, du rapport de votre famille au savoir. Et voilà, en formation, je passe au moins 2 heures de travail là-dessus. Hein, et je vous prends quelques exemples. Fais bien attention. Bonne journée, amuse-toi bien. Que Dieu te protège. Ça, c'était dans une classe, et c'était 6 filles voilées de la même classe qui ont toutes dit que Dieu te protège. Et, par exemple, elles étaient opposées à toute interprétation autre que liée à la coutume. Non, c'est qu'une coutume, ça ne veut rien dire. Hein. Travaille bien, je t'aime, bonne journée, fais attention à toi, ne te laisse pas faire, écoute bien madame, bon courage, fais attention de bien répondre, tu as bien pris tes tartines, va mon fils, on les aura. Tout est vrai, hein, j'ai rien inventé, hein, c'est des trucs... Ne va pas qu'on fasse des bêtises, gare à toi. Sois attentif, ne perds pas ton temps. Pose de bonnes questions. Et au retour, je suis content de te revoir. Tu as passé une bonne journée? Ça a été? Tu n'as pas eu de problème? Tu as bien mangé tes tartines? Tu as eu de bons points? Personne ne t'a embêté? Tu t'es bien amusé? Ça a été? Tu ne t'es pas trop ennuyé? Bienvenue à la maison. Tu as des devoirs? Montre-moi ton journal de classe. Tu as été sage? Madame a été contente de toi? Tu n'as pas de mauvaise note, montre-moi ton journal. Tu as donné de bonnes réponses? Qu'as-tu appris aujourd'hui? Ce n'est qu'un mauvais moment passé. Tu as posé de bonnes questions? Voilà, donc vous voyez un peu l'orientation. Et évidemment, qu'entre le gosse qui entend écoute bien madame, et qui va à l'école avec comme mission de bien écouter madame, ce n'est pas du tout la même chose que de partir à l'école avec comme mission de poser de bonnes questions. Hein. Et la bonne question, c'était le prix Nobel de littérature, c'était sa grand-mère qui l'accueillait chaque fois qu'il rentrait de classe, et sa grand-mère, tous les jours, lui disait « Est-ce que tu as posé une bonne question aujourd'hui ?» Donc vous imaginez, c'est une autre façon d'envisager l'école. Voilà, ceci pour faire prendre un peu conscience de ce qu'est le rapport au savoir.
Alors, toujours à propos du rapport au savoir, il y a les deux grands courants. Premier grand courant qu'on peut relier à Bourdieu, avec son article célèbre « Conditions de classe et position de classe ». Donc ça veut dire quelles conditions de vie. Les gosses, ils vivent dans quelles conditions de vie avec. C'est très concret, hein, c'est quel logement, c'est de quoi est-ce qu'ils disposent, etc., etc. Et dans quelle position ont-ils par rapport au reste de la société? Quelle position sociale occupent-ils? Donc ça, c'est la première origine, reprise par Bernard Charlot et puis par l'équipe Escole de Paris 8. Et puis, l'autre courant qui va s'appuyer sur l'acte pouvoir de Gérard Mandel, c'est un socio-psychanalyste, et lui, il va mettre l'accent sur l'acte. L'acte comme rencontre du sujet, porteur de son projet d'action sur la réalité, avec la réalité. Et donc, pour mieux faire comprendre ce qu'il veut dire, pour lui, l'acte, c'est la même signification que quand on parle en psychanalyse d'acte manqué. Alors, l'acte manqué, dit-il, c'est toujours un acte manqué en fonction de l'intention de celui qui parle, si c'est un acte manqué dans la parole, mais c'est aussi une réussite de la part de son inconscient. Donc, l'acte manqué, c'est à la fois une réussite et quelque chose de raté. Et donc, pour lui, à l'origine de l'acte, il y a toujours une part inconsciente, le désir, et une part consciente, les intentions. Donc, dans chacun de nos actes, derrière chacun de nos actes, il y a le désir et il y a l'intention. Et l'acte pouvoir, pour lui, c'est donc le pouvoir qu'on a sur son acte et le pouvoir qu'on tire de son acte. Par exemple, pour le moment, je crois que je peux dire que j'ai eu énormément de pouvoir sur mon acte, je l'ai organisé comme j'ai voulu, et je tire un grand pouvoir de mon acte, puisque je m'adresse à 80 personnes, et que j'espère produire des effets, intention, et faire de l'effet, désir, hein, et on en est toujours tous là. C'est ça qui est derrière l'acte que je suis en train de poser pour le moment. Et donc, évidemment, l'intérêt de ce travail, c'est que l'idée, c'est d'essayer de permettre à chacun de faire grandir son acte pouvoir. Voilà ce qui va nourrir le rapport au savoir, et j'ai refait une définition du rapport au savoir en utilisant la définition de Bayrou et en utilisant la définition de Charlot, en essayant de les remettre ensemble. Donc, pour tous les deux, c'est un processus, c'est important, c'est un processus dynamique qui permet à chacun d'élaborer des stratégies de construction de soi dans le monde, en situation de confrontation du savoir ou à ce qui est présenté comme du savoir. Donc à l'école, le rapport au savoir, c'est le processus dynamique qui permet à chacun des enfants d'élaborer des stratégies de construction de soi dans le monde, dans la situation où il est plongé. Et chacun va avoir des stratégies, évidemment, en fonction à la fois de son désir et de ses intentions, et donc aussi à la fois de toutes les déterminations, je vais y venir, de son origine sociale. Donc il y a une dimension psychanalytique et il y a une dimension sociologique. Les deux dimensions sont toujours présentes. Dimension psychanalytique, l'acte est définitivement indéterminé, il est imprévisible, il n'est pas maîtrisable. Contrairement à la dimension sociologique, où les dispositions, j'utilise ici disposition au sens de Bourdieu, c'est-à-dire être disposé à, être prêt à. Donc les dispositions, elles, sont déterminées, elles sont prévisibles, elles sont maîtrisables. Alors le sujet construit son histoire, il est libre, et l'enseignant doit être prêt, la conséquence pour l'enseignant, c'est qu'il doit être prêt à accueillir l'inattendu. Ce qui n'est pas si évident, comme vous le savez, puisque la plupart du temps, nous avons une image construite par l'expérience de chacun de nos étudiants ou de nos élèves, et qu'on n'aime pas trop être dérangé par quelque chose de nouveau ou d'inattendu, et donc celui dont on estime qu'il ne va pas apporter des choses intéressantes, si tout d'un coup il en apporte une, on risquera de ne pas l'avoir parce qu'on n'est pas prêt à accueillir tout d'un coup quelque chose qui est inattendu pour nous. Dimension sociologique, le sujet, il construit son présent à partir de son passé. Alors, bien sûr que le sujet a une certaine forme de liberté, mais c'est à partir de ce dont il dispose, et ce dont il dispose dépend de tout ce qui a précédé le moment où il est en train de reconstruire ce présent. Et donc les situations scolaires doivent permettre au sujet d'augmenter son acte pouvoir, ça c'est ce qu'on va essayer du côté de la dimension psychanalytique, et du côté de la dimension sociologique, les situations scolaires doivent obliger l'élève à se transformer lui-même, c'est-à-dire qu'on doit prévoir des situations où il va être obligé de remettre en question sa stratégie de construction de soi. Il ne va pas pouvoir rester dans la même stratégie.
Autre façon de présenter les choses, il y a donc d'abord, au départ, l'histoire de vie, l'histoire personnelle, l'histoire familiale, l'histoire de classe sociale, l'histoire de genre, homme-femme, l'histoire de peuple, origine ethnique, etc. Avec principalement conditions de vie, position sociale, conscience sociale. Donc les conditions de vie, conditions sociales dans lesquelles on vit, hein, très concrètement, très matériellement, la position qu'on occupe, mais également la conscience qu'on peut avoir de la position qu'on occupe et des conditions de vie par rapport à celles des autres. Et il y a aussi, bien sûr, la configuration familiale, c'est-à-dire les relations à l'intérieur de la famille, les parents entre eux, les parents avec les enfants, l'aîné, le petit dernier, etc. Enfin, la place que chacun occupe et les relations qui vont se tisser dans la famille. Et puis, il y a l'enseignant, il y a l'objet d'apprentissage, ce sur quoi on va travailler. Il y a les pairs, les autres qui sont là pour apprendre. Il y a le dispositif qui a été mis en place par l'enseignant ou quelqu'un d'autre extérieur, hein, avec tout ce qu'il y a dans ce dispositif d'apprentissage, les consignes, etc., etc. Le tout dans une institution scolaire qui va donner un sens aussi à ce qui arrive. Hein. Et donc tout ça est évidemment interrelié, et c'est à travers tout ça que le système de représentation initiale va travailler, et de même que le système de disposition, et évidemment le désir qui va se nicher là où on l'attend jamais, en général, hein, dépendant, c'est pour ça que je l'ai mis dans ces couleurs, dépendant initialement de la configuration familiale, du rapport aux parents, etc. Et tout ça va agir sur le rapport au savoir, le désir aussi. Le rapport au savoir qui est constitué à la fois d'un acte, qu'est-ce que fait l'élève quand il est mis dans cette situation-là, que fait-il concrètement, hein, indépendamment de son désir qu'on ne voit pas et de son intention qu'on ne voit pas non plus, mais par contre l'acte on le voit, et bien sûr le sens qu'il va donner à la situation. Le sens qu'il va donner à la situation dépend bien sûr de son histoire de vie, des conditions de vie, etc. Donc du système de représentation qui dérive de son histoire personnelle et du système de disposition qui dérive aussi de son histoire personnelle. C'est ça qui va lui permettre de donner un sens, qui n'est jamais le sens qu'on a prévu, qui va lui permettre de donner un sens à ce qui lui arrive dans la classe, à ce qui lui arrive dans ce qu'on lui propose. Et les malentendus, ils se nichent évidemment dans le sens que l'élève va donner à ce qui lui arrive. Et donc, le rapport au savoir, c'est le rapport au savoir qui entraîne. Le concept de malentendu est directement lié au rapport au savoir. Alors, le sens, de nouveau, il est dans la triple acception que Charlotte donne au terme sens. Donc, c'est non seulement les significations, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, ce que je suis en train de travailler en classe, est-ce que ça me permet de mieux comprendre autre chose? Je le relie à autre chose, et ça donne de la signification, ça donne du sens à autre chose. Ou bien, est-ce que je prends autre chose et ce que je prends ailleurs donne du sens à ce qu'on est en train de me proposer? Ça, c'est du côté des significations. Et puis, Charlotte dit, il y a aussi le sens de l'orientation, c'est-à-dire d'où vient-on et vers où va-t-on, hein, ce qu'on me propose ici maintenant en classe, ça prend place dans quel trajet? Et enfin, bien sûr, le sens, c'est aussi la valeur que je vais accorder à... Et cette valeur, elle va dépendre, la valeur est évidemment liée directement au désir, et la valeur, on va peut-être la donner sur quelque chose auquel l'enseignant ne pense pas. Ça peut être sur l'enseignant lui-même que la valeur va être donnée, et que ce que je suis en train d'apprendre va prendre de la valeur simplement parce que il y a transfert au sens physique du terme, ou bien parce que les pairs ceci, on ne sait pas où le désir va se nicher, il va tout d'un coup donner de la valeur ou pas à ce qu'on est en train de faire, et à certaines choses dans ce qu'on est en train de faire, et pas dans d'autres. Je vais y venir après. Et donc, c'est sens compris dans cette triple acception. Et donc, le rapport au savoir dérive à la fois donc, de sa dimension sociologique et de sa dimension psychanalytique. Alors, si je reprends ce schéma-là, sur quoi est-ce que je vais pouvoir agir, hein? L'idée, c'est d'agir sur ces différents éléments, hein, et sur la configuration entre ces différents éléments, donc institution scolaire, enseignant, objet d'apprentissage, dispositif, pairs, etc., d'agir pour, d'une part, favoriser le désir, et d'autre part, favoriser la reconstruction d'un sens favorable aux apprentissages. C'est-à-dire de mettre en place une situation qui va obliger l'élève à reconstruire différemment à la fois ses représentations et ses dispositions, en tenant compte des formes probables, hein, des rapports au savoir et des malentendus qui sont liés,
Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de faire une enquête policière sur chacun des gosses pour connaître son rapport au savoir, puisque ce n'est pas ça. Hein. Un gosse n'a pas un rapport au savoir, un gosse a une stratégie dans une situation donnée. Et donc, si je veux agir là-dessus, c'est pas sur le gosse que je dois agir, c'est pas le gosse que je dois contrôler, c'est sur la stratégie. Et la stratégie, ben, on peut relier cette stratégie-là à une série de différents types de rapports au savoir, que si on les connaît, on va pouvoir mieux réagir, mieux construire la situation, pour obliger l'élève à déconstruire son système de représentation et de disposition pour le reconstruire différemment, de manière plus favorable pour les apprentissages. Alors, toujours, maintenant je vais essayer d'aller vers du un peu plus concret. Hein. Quelle disposition, quel système de disposition et quel malentendu lié à ces dispositions en croisant expérience familiale et expérience scolaire. Ce sont des exemples, ça mériterait d'être beaucoup plus développé évidemment, ça porte aussi sur d'autres choses. Je ne vais ici développer que trois éléments du rapport au savoir et des malentendus qui sont liés à ça, il y en a bien sûr beaucoup d'autres. D'abord, le rapport à l'autorité. Le rapport à l'autorité, dans chaque famille, il y a une façon de vivre l'autorité, de vivre le rapport aux règles, à ce qui est imposé, ce qui est interdit, etc., etc. Et il y a aussi, dans chaque famille, un rapport au travail, y compris d'ailleurs dans des familles où personne ne travaille plus, et c'est le cas pour certaines familles depuis plusieurs générations, ben forcément, ça induit un rapport au travail qui dépend du fait que dans la famille, personne ne travaille. Ou en tout cas d'un travail reconnu. Alors si je prends le rapport à l'autorité, on pourrait dresser une typologie de trois grands types de rapports à l'autorité. Structuration très forte, c'est-à-dire que la règle est là, elle est toujours là, elle ne change pas et on ne peut pas la remettre en question. On ne peut pas regarder la TV après 20 heures parce que le lendemain on va en classe. Par contre, le vendredi soir et le samedi soir, on peut regarder jusqu'à 22 heures parce que le lendemain on n'a pas classe. C'est toujours comme ça, c'est très structurant pour l'enfant, mais voilà, c'est comme ça. Structuration faible, c'est une fois je peux regarder la TV jusqu'à 22 heures avec mon père qui rigole avec moi des bêtises qu'on regarde ensemble, et puis le lendemain je prends une baffe parce que je suis pas encore au lit à 20h15. Donc là on sait pas très bien, c'est pas très structurant pour le gosse. Et puis alors il y a la structuration souple, il y a la règle, mais évidemment la règle peut se négocier, c'est le sens de la règle qui l'emporte sur la règle elle-même. Je peux pas regarder la TV après 20 heures en semaine, oui, mais madame a dit qu'il y avait une émission intéressante, et donc je vais négocier avec mes parents pour pouvoir regarder cette émission jusqu'à 21h15, et puis le lendemain je vais négocier que j'irai au lit un peu plus tôt pour rattraper, etc., etc. C'est évidemment très différent et bien sûr ça va être à relier avec l'expérience scolaire, le rapport à l'autorité que l'école va proposer aux gosses. Parce que dans la classe, il y a des chances que il y ait des gosses qui connaissent ces trois types de structuration, bien sûr en sachant que c'est une typologie avec les limites d'une typologie. Un rapport au travail, vous avez des gens qui travaillent seulement parce qu'ils y sont obligés. C'est le cas de tout le travail taylorisé, il en reste quand même un paquet, c'est-à-dire un type de travail où on a divisé le travail en un certain nombre de tâches et où il s'agit de faire les tâches les unes après les autres et où le protocole a prévu cette forme de travail et voilà, on doit s'y soumettre et le gosse va connaître en famille ce rapport coercitif au travail. Puis il y a bien sûr le rapport rémunératif, est-ce que ça compte pour des points, madame, mais en famille il y a aussi le rapport rémunératif au travail. On travaille parce qu'on a un salaire et on va mettre en avant que l'importance dans le rapport au travail, c'est le salaire qu'on en reçoit, etc. Il y a un rapport au travail normatif, ça n'existe presque plus. Hein. Benoît, on est une des dernières figures. C'est-à-dire qu'on a intériorisé l'obligation morale de travailler. On ne se pose même pas la question de savoir si on doit ou si on ne doit pas. On travaille parce que c'est comme ça. Hein. Et c'est un rapport, et je continue sur le même ordre de plaisanterie, c'est un rapport au travail qu'on va connaître beaucoup, en effet, dans le milieu des agriculteurs, parce que la vie est comme ça et que c'est normal, on travaille, c'est la vie, quoi, ça fait partie de la vie. Malheureusement, c'est un rapport au travail qui n'existe pratiquement plus. Hein. Alors, il y a aussi le rapport au travail d'impuissance, c'est-à-dire les familles où, justement, depuis 1 ou 2 ou 3 générations, il n'y a plus personne qui a un emploi, on ne travaille pas, donc ça veut dire, ça entraîne un certain nombre de conséquences. Et pourquoi est-ce qu'on devrait se lever le matin et puis, si plus on cherche à trouver de l'emploi, et alors qu'on n'en trouve pas,
plus on doit intérioriser sa propre incapacité, donc on a intérêt à dire à quoi bon, de toute façon ça sert à rien, et donc quand on va construire en famille une culture de l'à quoi bon, de toute façon ça sert à rien, et qu'on va baigner là-dedans, évidemment que ça laisse des traces. Et puis il y a à l'opposé un rapport de jouissance au travail, c'est-à-dire tous les parents qui vont revenir du boulot en montrant tout le plaisir qu'ils ont avec un travail enrichi, etc., etc. Alors, par rapport à ça, les expériences scolaires vont comment dire, entraîner un certain nombre d'ambiguïtés. Liées au rapport à l'autorité, il va y avoir de grosses ambiguïtés sur à la fois le normatif et le cognitif. Je pense, entre autres, à une séquence de vidéo où on voit une assistante maternelle apprendre aux enfants à faire des ronds. Et alors, dans les 5 minutes, les mots qu'elle va répéter le plus, c'est bien et pas bien. Ça, c'est bien et ça, c'est pas bien. Et le bien et le pas bien s'adressent autant à l'objectif de l'apprentissage, c'est-à-dire arriver avec le geste à faire un bourron, que à d'autres comportements qui, eux, n'ont rien à voir avec l'objectif d'apprentissage, qui est qu'à côté du bourron, on ne peut pas faire des krabouchas. Les krabouchas, c'est pas bien. Hein. Et donc, il va y avoir cette ambiguïté continuelle entre c'est bien, c'est pas bien, la norme, ou c'est bien, c'est pas bien, ce qu'on est en train d'apprendre. Et donc ça va entraîner des conséquences importantes qui vont se prolonger par la suite, je vais y venir. L'école entraîne aussi, si je prends le rapport au travail, des ambiguïtés sur la démarche et le résultat. Hein. Alors les profs disent toujours, oui, mais c'est la démarche qui compte, est-ce que c'est la compréhension, etc. Oui, en attendant, les points, on va les mettre sur quoi, hein? On va les mettre sur le résultat. Et donc, il y a perpétuellement cette ambiguïté sur est-ce que c'est la démarche qui compte ou est-ce que c'est le résultat qui compte. Alors, bien sûr, c'est les deux, mais voilà, il y a cette ambiguïté-là. Alors, ça va entraîner, comme malentendu, c'est que apprendre, c'est bien exécuter les consignes. Et donc, l'institutrice qui dit, avec c'est bien, c'est pas bien en maternelle, où je vais reprendre un autre exemple, c'est une leçon sur les antonymes, hein, et donc les gosses cherchent des antonymes, mais ils ont une feuille prédisposée dans leur classeur avec une colonne, et ils doivent donc écrire les mots, un mot d'un côté et puis son antonyme de l'autre. Hein. Et à un moment, il y a un enfant qui pose une question, et l'institutrice répond « Oui, parce qu'on doit écrire les bons mots dans les bonnes colonnes. Hein. » Et donc, ce faisant, et on peut reprendre dans la continuité scolaire, on peut reprendre continuellement, comme ça, des interventions de l'enseignant qui va prolonger cette ambiguïté entre le normatif et le cognitif. Et pour un certain nombre de gosses qui n'ont pas été préparés en famille à faire la distinction entre les deux, pour un certain nombre de gosses, ils vont entendre et leur stratégie, ils vont comprendre que la bonne stratégie à l'école, c'est de bien exécuter les consignes. Et donc, vous avez des tas de gosses qui vont bien exécuter les consignes sans rien comprendre, parce que ce n'est pas leur stratégie d'essayer de la comprendre, vont pas comprendre le travail qui est fait. Alors, ça va peut-être tenir un peu en primaire, parce qu'en général, les enseignants vont tenir compte de la bonne volonté de l'enfant, hein, mais dans le secondaire, ça va craquer. Et alors, vous imaginez le sentiment d'injustice du gosse qui se dit, mais depuis, je fais tout pour bien faire. Et je me fais ramasser, quoi. Hein. Et donc c'est injuste, quoi. Hein. Et donc en général, ce genre de gosses, à l'entrée du secondaire, ils vont se mettre ou bien en retrait, ou bien en révolte. Et là, je fais référence à ces deux types d'élèves que François Dubé étudie dans l'expérience scolaire. Ces gosses qui ont toujours tout bien fait pour ce qu'on leur demandait, et puis qui se font ramasser. Et donc, allez vous faire foutre. Moi, je me mets en retrait, je travaille plus, ou bien en révolte, etc. Ambiguïté, démarche, résultat, c'est la même aussi, un autre malentendu, qui sont, je crois, les deux malentendus les plus présents. Alors, j'insiste vraiment sur l'idée que ce n'est pas un rapport au savoir qui vient de la famille et qui est propre à l'enfant, c'est dans l'articulation entre l'expérience familiale et l'expérience scolaire que le gosse va croire que apprendre, c'est bien exécuter les consignes, ou bien que apprendre, c'est mémoriser la bonne réponse. Et que donc, quand on met en situation de faire chercher les élèves, vous avez un certain nombre de gosses qui vont se mettre en stand-by et qui vont attendre la bonne réponse parce qu'ils savent bien que c'est ça qu'on va leur demander à l'interro et qu'il suffit de l'étudier et que le reste ne compte pas. De nouveau, ça va marcher un certain temps, puis après, ça ne marchera plus. Pour moi, ce sont les deux malentendus les plus fréquents et c'est aussi sans doute les deux
sur lesquels on a le plus facilement de prise parce qu'on peut le prévoir. Et si on le sait, on peut prévoir des dispositifs d'apprentissage qui vont empêcher l'enfant d'utiliser sa stratégie d'exécution et qui vont l'empêcher d'utiliser sa stratégie de mémorisation ou d'attente de la bonne réponse. Alors, si je reprends d'autres, c'est évidemment, là on entre dans un truc qui est énorme et qui mériterait plusieurs heures, c'est le rapport à l'écrit et aux écrans, et en croisant de nouveau expérience familiale, expérience scolaire. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, on peut imaginer qu'il y a des familles où on connaît de nombreuses expériences familiales de partage de sens et de plaisir, et ou de partage de sens et d'utilité à travers l'écrit. Alors ici, ça mériterait d'un peu développer, de donner des exemples, mais la famille où on joue ensemble à écrire une carte postale de vacances à quelqu'un qui est resté en Belgique et où on s'amuse à rigoler, à écrire un message, à renvoyer, etc. Mais ça peut être aussi utiliser les messages à la maison sur le post-it sur le frigo pour rappeler quelque chose. Enfin, qu'est-ce qu'on fait de l'écrit en famille, les recettes de cuisine, etc., etc. Et puis, des familles où le partage de sens et de plaisir, ou bien le partage de sens et d'utilité, se fait strictement dans les échanges oraux. Et puis, malheureusement, on peut imaginer que de plus en plus, un certain nombre de familles n'ont finalement pas ou peu d'expérience familiale de partage de sens et de plaisir, ou de partage de sens et d'utilité, entre autres parce que les écrans prennent toute la place, et que l'effet hypnotique de cet écran, dont on ne parle même pas par après, etc., font que finalement, il n'y a plus guère d'expérience familiale de partage de sens, ce qui est évidemment dramatique. Alors, on peut associer au premier type de famille des familles qui sont déjà dans la culture écrite. On peut associer au deuxième type de famille des familles qui sont dans la culture orale. L'un n'empêche pas l'autre, bien sûr, on peut être dans les deux. Mais malgré tout, il va y avoir des dominantes. Il va y avoir des dominantes parce que on est dans deux configurations culturelles totalement différentes. On peut associer les sociétés modernes à la culture écrite et les sociétés traditionnelles à la culture orale. Et la culture écrite, c'est ce qui va nous permettre de gagner en autonomie. L'écrit va nous donner l'autonomie. Tandis que la culture orale, on est dans l'exact contraire. On ne gagne pas en autonomie à travers la culture orale. La culture orale, elle est là pour faire cohésion, pour assurer du lien. Et donc, vous imaginez bien que les enfants qui sont issus de familles où c'est le lien qui compte, et où on arrive avec la culture écrite pour faire de l'autonomie, c'est d'une violence culturelle, une violence symbolique énorme. Et si on ne tient pas compte de cette violence, évidemment que ça fait des dégâts. Et je vous renvoie vers les romans d'Annie Ernaux sur cette question. Pas ou peu d'expérience familiale, je crois que... voilà, on n'ose pas trop parler de ça, mais je crois que dans un certain nombre de familles, on est dans une certaine forme de déculturation. De déshumanisation, pour le dire encore autrement. C'est horrible de dire ça, mais je crains que la pratique des écrans dans certaines familles n'ait finalement cet effet. Alors, expérience scolaire. Mais l'école, en général, enseigne les résultats du travail sur la langue, sans mettre en situation de prendre du plaisir à chercher avec et sur la langue, et en insistant sur la dimension normative des résultats du travail sur la langue. Dans cette séquence sur la recherche et le travail sur les antonymes, à aucun moment l'institutrice ne fait vivre une situation de plaisir et de jeu sur les antonymes, de prendre plaisir avec la classe à chercher des contraires, etc., etc. Elle est tout le temps dans la bonne réponse. Oh là là, je n'en suis nulle part. Elle est tout le temps dans la... Comment ? Les résultats. Les résultats. Focaliser sur les résultats. Focaliser sur les résultats, oui. Donc, ambiguïté, de nouveau, résultat des marches normes. Et donc, cette ambiguïté entraîne un certain nombre de choses, et j'aime bien la citation de Lahire, l'école décale et décolle le sujet parlant de sa propre parole. Et donc, l'enfant qui n'a pas été préparé
à utiliser la langue comme objet d'étude qui est complètement immergé dans la langue, parce que la langue, c'est ce qui le relie à l'autre, parce que c'est la communication, c'est le sens qui compte, hein. Et donc c'est ce gamin qui, à propos de déterminants qu'il ne trouve pas, et l'institut lui dit cherche les petits mots, et puis les petits mots, oui, les petits mots devant les substantifs, puisque tu as appris ce que c'était que les substantifs, le gamin ne trouve toujours pas, et dans les phrases, il y a 7 carottes, et l'institutrice lui dit, mais enfin, et carotte, c'est quoi carotte? Et le gamin répond, c'est un légume, hein. Évidemment, hein. Et il a raison, en plus, puisque tous les jours on lui dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes, etc., etc., hein. Et donc si on n'aide pas l'enfant à passer comme ça de la culture orale, où on colle à la langue et à la communication, à ce décalage de prendre la langue qu'on utilise comme objet d'étude, eh bien l'enfant n'entrera jamais dans la culture écrite et ne pourra jamais apprendre, on peut le dire comme ça. Éviter certains malentendus et rester attentif à ceux qu'on ne peut pas, pardon, j'ai fait une erreur, rester attentif à ceux qu'on ne peut pas éviter, parce qu'il y a toujours des malentendus. Quoi qu'on fasse, il restera des malentendus. Alors si je prends une séquence active d'apprentissage, mais je crois que c'est la même chose pour, par exemple, une classe qui va être en dialogue frontal, où l'instituteur ou l'institutrice dit des choses, fait chercher, attend des réponses. Je crois qu'on peut dire la même chose. On peut dire qu'il y a une phase 1 qui est une phase de mise en situation, où on va annoncer ce qu'on va faire, etc. Une phase 2 où on va chercher, que ce soit une vraie situation problème où les gosses ont du temps pour chercher, ou que ce soit un dialogue frontal que l'enseignant fait chercher les élèves et prend ce qui arrive. Et puis, il y a la structuration qu'on fait ou qu'on ne fait pas des apprentissages qui ont été liés à l'activité de recherche. Alors on peut dire que dans un premier temps, on va chercher l'implication. L'implication dépend du désir, de la valeur qu'on va donner, etc. Donc là, il y a un premier travail sur lequel être attentif, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir impliquer l'élève dans ce qu'on va lui proposer. Ensuite, il va falloir qu'il se mobilise dans le travail, les activités de recherche. Et puis enfin, il va falloir qu'il fasse le contraire. Il est très impliqué, très mobilisé dans ce qu'on lui propose, et tout d'un coup, on lui propose de prendre du recul, c'est-à-dire de faire le contraire. Au lieu d'être immergé dedans, de s'en distancier, de sortir de son corps et de se regarder travailler d'en haut pour voir comment il fait. Et enfin, il va falloir scolariser, c'est-à-dire dire ce que l'école veut faire de ce qu'on est en train de faire et pourquoi l'école le met en place et pourquoi il est important d'en tenir compte et comment l'école après va demander des comptes sur ce qu'on vient de faire. Donc il y a cette contradiction à laquelle être attentif et que dans tout apprentissage, il doit y avoir une phase d'implication et une phase de mise en recul, d'explicitation. Alors les malentendus, ils vont arriver chaque fois à un certain nombre d'occasions. On peut glisser des malentendus dans le cadrage qu'on propose, glisser des malentendus dans le vocabulaire qu'on utilise et glisser des malentendus dans l'accueil des résultats qu'on va faire. Alors première chose en termes de cadrage, si on est bien sûr dans une séquence active d'apprentissage, mais je crois aussi même différemment, il s'agit de poser des problèmes ouverts, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, parce que sinon le gamin il se met en attente de la bonne réponse pour l'étudier, donc il faut des problèmes ouverts, il faut qu'il y ait plusieurs réponses possibles, et il faut le faire avec un cadrage fort, c'est-à-dire qu'il ne faut pas permettre à l'élève d'aller, il faut le coincer dans un travail à faire, mais ce cadrage il doit être large, parce qu'il ne doit pas prévoir toutes les étapes à faire, sinon l'élève va évidemment se mettre dans la situation de suivre le protocole que vous lui avez donné, donc de bien respecter les consignes et d'exécuter les consignes. Donc il faut éviter à la fois l'exécution des consignes et à la fois l'attente de la bonne réponse, et ça on ne peut le faire qu'en posant des problèmes ouverts avec un cadrage fort et large, en reprenant la forme de parler de Stéphane Bonnery. Avant ça, et c'est malheureusement trop souvent que c'est pas bien fait ou absent, il s'agit de faire saisir l'enjeu fondamental de savoir viser. Alors c'est autre chose que d'expliciter les objectifs comme dans la pédagogie explicite, hein, même si c'est lié, c'est lié au désir aussi. Il faut que le gosse pressente la puissance qu'il va tirer de ce qui va arriver. Il faut qu'il pressente qu'il y a quelque chose là derrière. Il faut arriver à faire saisir l'enjeu fondamental de savoir viser. Sur la leçon des déterminants dont on parlait tout à l'heure, donc une séquence vidéo qui dure 3 minutes, qui est vraiment intéressante à voir. Non, pardon, je confonds, c'est une vidéo est beaucoup plus longue, elle fait plus d'1 heure. À aucun moment, l'instit ne finira par dire ce que sont les déterminants. Et donc, les gosses auront eu 2 heures de cours sur les déterminants et ils sortiront sans savoir ce que c'est que des déterminants.
ils ne sauront pas ce que c'est que déterminer, pour le dire autrement. Hein. Par contre, il s'agira de leur apprendre à faire la différence entre les possessifs et les démonstratifs, pardon. Voilà. Donc arriver à faire saisir l'enjeu d'abord. Ne pas cadrer étroit pour les élèves qui n'y arrivent pas, parce que quand un élève n'y arrive pas, tout d'un coup, on a tendance à simplifier la tâche et dire fais d'abord ceci, fais d'abord ça, fais d'abord ça, fais d'abord ça. Il ne faut absolument pas faire ça, évidemment, hein, parce que là, vous le remettez dans sa stratégie d'exécution des consignes. Et enfin, tout à la fin, il faut exiger une posture réflexive, et ce n'est pas si évident, puisque c'est du même ordre que la langue dont je parlais tout à l'heure, c'est accepter de se prendre soi-même comme objet d'étude. C'est pas rien, ça, hein, d'accepter de se prendre soi-même comme objet d'étude. Le vocabulaire, utiliser un vocabulaire centré sur le but de production. De quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire, hein? Au bout du compte, l'élève, il doit produire quoi? Hein, que ce soit très clair et qu'on n'utilise pas des mots pour orienter autrement. Par exemple, une séquence où un animateur de théâtre vient dans une école populaire et dit on va commencer par faire des petits jeux d'échauffement. Si vous dites on va commencer par faire des petits jeux d'échauffement dans une classe populaire ou dans une classe plus favorisée, vous n'allez pas obtenir la même chose. Les petits jeux d'échauffement, c'est la foire garantie, évidemment. Hein, parce que dans les milieux populaires, jouer, c'est pas travailler. Donc, voilà, le vocabulaire est toujours connoté, évidemment, et éviter aussi les mises en contexte qui distraient de la tâche, éviter des commentaires qui distraient de la tâche, travailler la formulation entre savoir local et savoir universel. Donc, dans la structuration des apprentissages, il s'agit à la fois de tenir compte de ce que les gosses ont dit et à la fois de tenir compte de ce à quoi on veut arriver. Et donc, si on en reste à ce que les gosses ont dit, il n'y a pas de progression. Si on plaque ce qu'on voulait à la fin, forcément, il n'y aura pas de lien, etc. Ne pas anticiper, donc dans la mise au travail et dans les consignes, ne pas anticiper la réponse attendue, ne pas se coincer sur ce qu'on attend, parce que sinon, on va définir des consignes pour obtenir ce qu'on veut. Non, vraiment, garder le problème ouvert. Tout accepter dans l'accueil des résultats, tout accepter a priori pour en faire un objet de recherche commun. Pas laisser tomber, enfin faire semblant qu'on n'a pas entendu ce qui dérange, etc. Et enfin, partir des résultats des élèves pour vraiment structurer les apprentissages. Voilà, excusez-moi d'avoir été trop long, et il n'y aura pas de questions. Bon appétit!